Avec nous au téléphone, il y a Thierry Chaussé ce matin sur Europe 1. Thierry Chaussé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'association des villes et villages de France où il fait bon vivre et vous êtes surtout un communicant. Vous avez beaucoup travaillé notamment avec Nicolas Sarkozy. On vient de parler de France Inter, peut-être juste un mot là-dessus par rapport à ce que l'on a entendu. Aujourd'hui, on en est là quand même. On est sur des moments de haine sur une chaîne du service public. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que communicant ? Bon, ça m'inspire que la montée de la violence est partout. Alors au pire, elle est dans les gestes, mais déjà, on sait toujours que ça commence par les paroles. Et donc, franchement, ça n'est pas respectueux d'un débat public serein comme les Français, normalement, devraient y avoir droit. Bon, Thierry, j'ai souhaité que vous soyez avec nous sur Europe 1 parce que vous avez dévoilé dans le journal du dimanche ce week-end l'enquête que vous faites annuellement, le palmarès que vous faites annuellement, les villes et villages de France où il fait bon vivre. Biarritz, Annecy, Angers, c'est le top 3. C'est le tiercé gagnant. Et ce qui est absolument intéressant dans ce palmarès cette année, c'est que dans les préoccupations des Français, il y en a une qui est absolument primordiale et qui a beaucoup augmenté, c'est la question de la sécurité. Il ne peut pas y avoir de qualité de vie sans sécurité. C'est ça que l'on peut remarquer dans le palmarès 2026. Oui, puisque les Français qu'on interroge chaque année pour qu'ils classent les grandes priorités de ce qui fait une ville ou un village où il fait bon vivre, mettent dans l'ordre la qualité de vie, la sécurité et la santé. Et d'ailleurs, les villes qui performent sont celles qui évoluent le mieux sur ces critères. Alors, la qualité de vie, elle est en partie imposée. La santé, on peut prendre des décisions. La sécurité, c'est une marge de manœuvre pour les communes. On voit bien le grand débat sur le développement des polices municipales, leur armement, le développement de la vidéosurveillance, pour la délinquance de voies publiques ou la lutte contre les mafias et le narcotrafic. Et donc là, les villes ont des marges de manœuvre. Et d'ailleurs, beaucoup les exploitent et d'autres pas. C'est ce qui fait qu'elles peuvent être pénalisées dans le classement. C'est ce que l'on voit aussi dans le classement, c'est que cette question de la sécurité, elle est valable aussi bien dans les villes, les grandes villes, les métropoles, les villes moyennes et la campagne. Mais bien sûr, parce que, alors, il est sûr que les villages, vous voyez, le premier village de France, c'est Éperon, c'est un petit village du Calvados, pas très loin de 1800 âmes. Vous allez y faire un tour et vous vous rendez compte que le maire, alors bon, c'est assez calme, je pense qu'il n'a pas trop de problèmes d'insécurité, mais en tout cas, qui gère une ville de 1800 habitants, comme certains n'arrivent pas à la gérer avec 15 ou 20 000 pour faire venir des commerces, attirer de nouveaux habitants. Et donc, il faut rendre hommage à tous ces maires de France qui prennent sans arrêt des initiatives d'amélioration sur le terrain. Alors c'est vrai que pour avoir travaillé sur ce dossier, j'ai eu beaucoup d'élus évidemment au téléphone et il n'y en a pas un dans ceux que j'ai eus qui n'a pas investi dans sa police municipale, par exemple, depuis 6 ans. Le problème, c'est que quand ils investissent dans la police municipale, même en armant cette police, on s'aperçoit finalement qu'elle ne peut pas intervenir comme elle le souhaiterait, que les règles sont extrêmement sévères et que donc il y a un texte, je crois, ces jours-ci à l'Assemblée nationale pour essayer d'améliorer le statut de ces policiers municipaux. Gabriel Cluzel. Non, simplement, je voulais dire que même si vos villes, visiblement, sont plus sereines que d'autres, les villes choisies, la sécurité n'est pas absolue. Annecy, c'est la ville où Henri d'Anselme était intervenu, sauf erreur de ma part, c'est une très belle ville, pour sauver des petits-enfants dans leur berceau. Et je vois qu'en janvier dernier, il y a eu un démantèlement de trafic de drogue. Est-ce qu'on peut dire encore qu'il y a une ville de France, à partir d'un certain nombre d'habitants, qui est encore sûre? Est-ce qu'on peut le dire réellement? Thierry Chaussé, tiens, votre réponse. Écoutez, je crois qu'à partir de l'instant où le palmarès est construit sur 200 critères, 11 domaines qui correspondent à tous les domaines de l'action locale, les villes les mieux classées, par définition, doivent avoir de très bons résultats dans les critères principaux. Mais il est vrai que nul n'est à l'abri. Et c'est vrai que les maires qui sont surchargés de contraintes, de contrôles, attendent avec impatience à la fois le projet de loi sur la démocratie locale et la décentralisation, et à la fois, bien entendu, sur les polices municipales, pour les armer,
pour leur permettre de faire des contrôles et donc d'être un outil de collaboration avec la police nationale beaucoup plus fort. Thierry Sausset, une petite question qui n'est pas liée directement à l'étude et au palmarès publié ce week-end dans le journal du dimanche et que l'on peut retrouver sur le JDD.fr, bien entendu. Aujourd'hui, la sécurité, vous l'avez dit, c'est le premier sujet pour avoir une qualité de vie qui soit conforme aux attentes des Français, que ce soit en ville ou à la campagne. Dans les élections, ça commence à se ressentir vraiment clairement aussi, et notamment les élections locales en ce moment, puisque on avait une élection législative partielle en Savoie hier, et que c'est le candidat du Rassemblement, non d'ailleurs de l'UDR, qui est affilié au Rassemblement national, qui l'a emporté haut la main devant le candidat LR. Et ça pose quand même une question aussi, ça pose la question de savoir si la droite classique, que vous connaissez bien, puisque je l'ai dit, vous avez accompagné et travaillé avec Nicolas Sarkozy notamment, si la droite classique est encore en capacité d'assurer une forme de sécurité si demain elle devait arriver au pouvoir. Écoutez, ça, les électeurs le décideront. Je crois en tout cas que ces attentes constituent des points communs assez larges sur le spectre politique français, mis à part évidemment les extrémistes de LFI, et donc je pense qu'il y a une certaine unanimité sur ces questions. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on regarde le résultat du palmarès, on s'aperçoit que les villes moyennes l'emportent, que les grandes villes, les très grandes villes sont très pénalisées. Rendez-vous compte que Lyon, Paris et Marseille ne sont même pas dans le top 50. Et donc c'est là aussi qu'on voit les progrès que ces communes doivent faire, notamment en matière de sécurité. Oui, et puis les villes écolos qui, malheureusement, et ça prouve qu'à partir du moment où une ville est mal gouvernée, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les villes écolos qui, dans le classement, perdent de nombreux points cette année, et en particulier en matière de sécurité, mais aussi de circulation, etc. C'est quand même très compliqué. On pense à des villes comme Bordeaux et Nantes, qui étaient des villes réputées très bourgeoises. Quand ma mère, qui était bordelaise, était jeune fille, on disait en Bordeaux, on s'y ennuie presque, tellement il se passe rien, tellement c'est tranquille. Je peux vous dire qu'on s'y ennuie plus côté sécurité, c'est terminé. Et on peut dire exactement la même chose de Nantes, de Strasbourg aussi. C'est très impressionnant, une ville dégringole très vite. Monsieur Tegner. Est-ce qu'il n'y a pas un tabou, et ce serait intéressant d'avoir l'avis de Thierry Sausset, j'ai beaucoup apprécié ce classement, j'ai d'ailleurs vu en une du JDD que les villes aussi où il y avait moins d'immigration, c'était en Bretagne, donc je ne pouvais que m'en ravir. Pourquoi vous êtes de là-bas? Moi j'étais dans la zone blanche, il y avait peu de départements comme ça qui étaient peu touchés par l'immigration, donc ça faisait du bien. Est-ce qu'il n'y a pas un tabou sur la question des villes où il y a le bien vivre au sujet de l'islamisation? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans le cas de Annecy, qui est donc dans le top 3, il y a quand même 5 mosquées géantes qui ont été notamment données par le maire écolo, pour le coup, notamment à une mosquée à Miligorus. Vous savez, Miligorus, c'est des Turcs, c'est des islamistes turcs, donc c'est pas n'importe qui. Et beaucoup de ceux qui vont à Annecy disent aussi que la ville est en train de changer. Vous savez, ce que certains peuvent appeler le grand remplacement, etc., avec de nouvelles boutiques. Est-ce que ça, monsieur Thierry Sausset, c'est pris en compte? Parce que certaines personnes, quand ils vont choisir d'aller dans une ville ou pas, ils veulent retrouver aussi une civilisation française, etc. Allez Thierry, pour conclure. Ah non, vous savez, alors, joker, parce que les 197 critères de l'INSEE ou des organismes officiels ne couvrent pas cette question-là. Donc vous devez avoir sur elle une approche de type qualitative, mais pas quantitative. Bon, merci beaucoup Thierry Sausset d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, en tout cas nous avoir accordé quelques minutes pour ce nouveau classement 2026 des villes et villages de France où il fait bon vivre et où la sécurité est le sujet numéro 1 pour les Français à la veille des municipales. On est à 6 semaines du premier tour des municipales, dernière ligne droite, évidemment c'est un sujet important pour tous ceux qui vont aller mettre leur bulletin dans l'urne. Absolument, ma chère Géraldine. Bonjour Frédéric Masquelier. Bonjour. Vous êtes donc, je le rappelle, coprésident de la commission sécurité de l'association des maires de France. Pas des maîtres de France, des maires de France. Je ne sais pas ce qu'elle a ce matin, voyez-vous Géraldine, mais je pense que le week-end de folie et elle n'arrive pas à s'en remettre. Il y a un moment où le dimanche, il faut se reposer un petit peu. Et se remettre dans le banc. Tiens, on parle de sécurité, on parlait à l'instant de sécurité dans nos communes, dans nos villes, etc. Est-ce que vous, là où vous habitez, je crois que c'est en banlieue parisienne, tout à
à fait, banlieue proche. Vous vous sentez en sécurité, Géraldine? Ah non, et ça fait 45 ans que j'y habite parce que j'ai grandi dans cette ville. Ouais. Et de moins en moins, non, je me sens plus en sécurité. Et voilà. Et mais ça se traduit comment? C'est-à-dire, c'est un sentiment d'insécurité? C'est un sentiment, c'est quand on sort du métro, on voit depuis quelques années, je vois des gars là qui traînent, qui vendent des cigarettes, de contrebande. Traînent. On a une super belle librairie qui s'est ouverte il y a un an de ça. Ils traînent devant. J'ai bien peur que malheureusement cette librairie, j'espère pas, va fermer parce qu'ils squattent devant. Et apparemment, j'ai parlé aussi avec un policier de la ville qui un jour, les gars ont lancé de l'acide sur les habitants. Ah oui. Voilà, en pleine rue comme ça, en pleine rue, gratuitement. Exactement. Donc non, je ne me sens pas en sécurité dans ma ville où j'ai grandi, malheureusement. Bon, et il faut quand même le dire, toutes nos villes aujourd'hui, 80% des communes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont touchées par le trafic de drogue, ce qui vient évidemment envenimer la situation. C'est quand même un véritable problème, Frédéric Masquelier. Je voulais que vous soyez là parce que, d'abord, il y a l'Association des maires de France qui a tiré la sonnette d'alarme avec les chiffres, justement, qui montrent visiblement, on les a eu la semaine dernière, les chiffres, mais c'est absolument invraisemblable. Sur la drogue, aujourd'hui, il n'y a pas un territoire qui n'est pas concerné. Je le disais il y a quelque temps sur cette antenne, même dans ma campagne, village de 1200 habitants avec des bois, on a quand même réussi à trouver des plantations de cannabis en plein milieu des bois. Alors que normalement, il n'y a pas grand monde qui passe, à part le cas échéant, les chasseurs, voyez-vous, le dimanche matin. Donc ça prouve que c'est absolument partout. J'ai envie de vous dire, il y a les municipales bientôt, comment on fait? Parce que je ne vois pas très bien comment on s'en sort en vérité. Vous avez une solution, vous, ou pas? Alors, tout d'abord, comme vous l'avez dit, le phénomène s'est industrialisé parce que du trafic de drogue, on en a depuis des décennies, mais là, on a également des nouvelles modalités de trafic de drogue où c'est pas uniquement des points de deal avec l'ubérisation, puisque je crois que c'est près du quart du trafic de drogue. On se fait livrer maintenant. Vous faites livrer à domicile. Cocaïne, et tout le tralala. Avec une explosion également des usagers un peu partout sur le territoire. Et ça fait que tous les maires aujourd'hui des communes de France peuvent être confrontés donc, au trafic de stupéfiants. Alors, la solution, vous en avez plusieurs, vous n'avez pas une solution unique, et ce n'est pas les maires qui peuvent faire tout seul, on n'est pas des shérifs non plus, mais on peut collaborer, on peut évidemment participer, et en fonction des moyens que l'on peut mettre, puisqu'il faut distinguer d'une part ce qui est, je dirais, l'occupation du domaine public, c'est notamment quand vous avez des points de deal qui sont tout à fait visibles, lorsqu'on ne peut plus sortir de chez soi. Vous avez cité il y a quelques minutes le cas des maires écologistes. Ça ne sert à rien de faire des pistes cyclables si effectivement vous devez rester chez vous. Donc il y a la question de l'occupation du domaine public. Et sur la question de l'occupation du domaine public, là c'est une collaboration avec l'État qui est très important, et il faut des moyens, donc il faut de la vidéoprotection, il faut des policiers municipaux. On n'arrête pas. On recrute des policiers municipaux à n'en plus finir. On met de la vidéosurveillance partout, tout le temps. Ça fait déjà des années que ça dure. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le trafic ne fait qu'empirer. On l'a déjà dit sur Europe 1, par exemple, c'est la cocaïne qui a pris le dessus quand même sur le cannabis. On en est là. On a des nouvelles routes de la drogue aujourd'hui. Je vois pas bien comment on peut s'en sortir. Les nouvelles routes de la drogue, c'est pas le Maroc. C'est carrément les États-Unis où certains États ont ouvert à la consommation de cannabis. Résultat des courses, on est en train de se prendre de plein fouet un trafic absolument dingue. Et c'est la même chose avec le Canada. C'est aussi l'Amérique latine. Voilà où on en est. Mais l'Amérique latine, c'est pas tout à fait nouveau. Mais l'Amérique du Nord, c'est nouveau. Mais le Mercosur, c'est nouveau. Donc ça veut dire que c'est des l'Amérique du Nord, c'est nouveau. C'est des nouvelles routes qui vont s'ouvrir. Vous voulez dire que le Mercosur va servir évidemment. Ils vont démultiplier le nombre d'arrivées. Vous croyez qu'ils vont évidemment, moi je serais trafiquant, c'est la première chose que je ferais, mettre dans une soute. C'est évident que ça va servir à tout ça. Mais c'est quand même le fruit de la mondialisation. Vous parliez du Maroc, oui, c'est toujours quand même le cas. Je me rappelle qu'un certain homme politique s'appelle Éric Zemmour, quand il avait dit que potentiellement le crack avait des liens avec certains trafiquants du Sénégal, tout le monde avait poussé des cris d'orfraie. N'empêche que c'est un fait. Donc peut-être qu'à un moment, il va falloir se demander si garder nos frontières comme des passoires, c'est une bonne idée pour le trafic de drogue. Éric Denkner, en quelques mots, juste avant la
la pause et les infos qui arrivent. Ce que disait à l'instant Frédéric Masquelier, c'est-à-dire la présence de plus en plus importante de policiers municipaux, de caméras dans nos villes, ça change rien. Ça dissuade pas, malheureusement. La présence de l'immigration qui a été répartie, qui pour une partie a apporté le trafic de drogue, elle s'est augmentée. Parce que, pardonnez-moi, je terminerai là-dessus, la plus grande organisation de stupéfiants de France s'appelle DZ Mafia. Et DZ, ça veut dire quoi? Marseille. C'est à Marseille et c'est l'Algérie. Exactement. Absolument. C'est tout. On va revenir dans un instant. Je vais vous donner la parole, évidemment, Frédéric Masquelier. Vous êtes avec nous, coprésident de la commission sécurité de l'Association des maires de France. Vous l'avez bien dit. Très bien dit. Gabriel Cluzel est toujours avec nous également aussi, sur toujours. Europe 1. Éric Tegner n'a pas déserté non plus. Il est bien là. Jamais. Et on est heureux de vous avoir, bien évidemment, jusqu'à 13h pour décrypter cette actualité. Alors, effectivement, les narcotrafiquants peuvent-ils peser sur les municipales? Vous pouvez nous appeler d'ailleurs pour nous dire quelles sont vos craintes. On rappelle le numéro 01 80 20 39 21. Vous êtes tous et toutes, bien entendu, les bienvenus sur Europe 1. On va poursuivre cet échange avec Frédéric Masquelier, qui est coprésident de la commission sécurité de l'Association des maires de France. Tout d'abord, vous tirez la sonnette d'alarme. On a parlé juste avant les informations de ce que les maires mettent en place, plus de police municipale, plus de caméras. Bon, il n'empêche que vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet parce que les narcotrafiquants ont une force qui est de plus en plus importante sur le terrain et qu'ils pourraient faire pression sur des candidats pour les municipales. C'est ça qui vous inquiète et qui nous fait peur à tous, en fait. Oui, comme vous l'avez évoqué, tout d'abord, on fait ce qu'on fait à notre niveau, donc c'est occuper le terrain. Ça, c'est ce qui relève du maire, et il y a une dimension judiciaire et une dimension internationale, mais qui relève évidemment pas des maires comme moyen d'action contre le narcotrafic. Donc c'est également un phénomène qu'on subit. Alors l'inquiétude de l'Association des maires de France, c'est surtout les zones grises, parce que vous n'allez pas avoir un narcotrafiquant qui va se présenter comme tête de liste pour être maire d'une commune, ou alors, ça peut être évidemment très exceptionnel et très caricatural. Alors c'est quoi l'inquiétude, clairement? Les zones grises, c'est les questions de financement, ce sont des infiltrations dans un certain nombre d'associations qui seraient subventionnées avec de l'argent public. C'est l'attente de services rendus dans le cadre d'une campagne électorale qui pourrait après se traduire dans une influence dans le cadre de marchés publics ou encore dans le cadre de décisions d'urbanisme, dans la mesure où les collectivités locales gèrent évidemment beaucoup d'argent et l'argent intéresse les narcotrafiquants. Et puis vous avez également des infiltrations dans le cadre d'acquisition de commerce à travers le blanchiment. Et à partir du moment où vous avez des trafiquants de drogue qui s'installent dans les communes, vous avez évidemment des risques de pression qui peuvent exister sur les élus, mais également sur les fonctionnaires. C'est ça notre crainte. Il y a quand même une alerte supplémentaire qui a été lancée par le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui est candidat donc à sa réélection, et il s'est inquiété hier que les narcotrafiquants, les petits dealers, appellent à voter pour la liste menée par le candidat insoumis aux élections municipales de sa ville. Selon l'édile socialiste qui accueillait les militants écologistes et anti-drogue dans sa ville, et notamment Amine Kessassi de Marseille, dont le frère a été abattu il y a maintenant quelques mois, qui était venu lui apporter son soutien. Il dit voilà la volonté de la liste LFI-PCF de désarmer et de réduire les missions de la police municipale aurait attiré les faveurs des trafiquants de drogue. C'est grave quand même. C'est évident qu'avec ce type d'infiltration, vous pouvez avoir de la pression aussi pour que le maire ne prenne pas un certain nombre de décisions. On parlait de la vidéoprotection, on voit aussi que ça peut déranger, ou simplement une police municipale qui aurait des missions élargies, et notamment pour pouvoir pénaliser les usagers, parce que c'est ça qu'il y a dans le projet de loi, ils vont aller vers des listes vers lesquelles ils ressentent un certain nombre de complaisances, et il y a des contrôles à faire. Il y a aussi un contrôle sur les comptes de campagne qui sera à faire après l'élection pour savoir comment les campagnes d'un certain nombre de candidats ont été financées. Il convient aussi de regarder des associations qui soutiennent d'où vient l'argent. Donc il y a un certain nombre de questions pour lesquelles les maires aussi attendent des réponses, et de ce point de vue-là, la réponse, elle est évidemment judiciaire. Bon, Frédéric Masquelier, quand même, à travers ce que dit le maire de Saint-Denis, on se pose la question de savoir quel pourrait être le lien entre certains candidats insoumis et les trafiquants de drogue. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre à la France insoumise sont plutôt favorables à la consommation de cannabis, par exemple.
Donc il y a quand même une question qui se pose par rapport à ce lien. Est-ce que, attention, danger ou pas ? Attention, danger, c'est du cas par cas. Après, c'est également à nos concitoyens de se faire un avis sur la position qui est adoptée par chacun des candidats et la clarté qu'ils peuvent avoir sur ce sujet. En ce qui me concerne, je suis totalement contre la dépénalisation. Je suis pour l'élargissement des missions des polices municipales et de leurs prérogatives et leur possibilité de dresser également des amendes délictuelles à l'encontre des consommateurs de stupéfiants. Donc là, de ce point de vue-là, il est évident que tous ceux qui auront des positions très, très complaisantes à l'égard du trafic de drogue ou qui ne mettraient pas en œuvre les moyens qu'ils peuvent avoir à leur disposition, eh ben ça doit être mis en avant aussi dans le débat public, puisqu'on est en campagne électorale, afin que chacun soit bien informé. Je vais redonner la parole dans un instant à Éric Tegner et à Gabriel Cluzel, mais avant, il y a Françoise d'Annecy qui nous appelle. Bonjour ma chère Françoise. Bonjour mon cher monsieur. Comment allez-vous ? Ben, je vais bien, j'entendais parler d'Annecy et comme j'habite à Annecy, je me sentais un peu concernée par les propos qui étaient divulgués sur votre antenne. Alors effectivement, deuxième du classement, Annecy, on en parlait tout à l'heure, deuxième ville aujourd'hui dans ce classement, ce palmarès 2026 des villes et des villages où il fait bon vivre. Et je le disais, la préoccupation principale évidemment des Français aujourd'hui, mais en très nette augmentation, c'est la sécurité. Vous justement à Annecy, petit 1, est-ce que vous vous sentez en sécurité ou pas justement ? Et puis petit 2, est-ce que vous avez le sentiment que le trafic de drogue à ciel ouvert est très présent à Annecy, le cas échéant, et vous fait peur? Alors, je vais répondre à vos deux questions, mais je m'interroge sur la qualité des gens qui font ces enquêtes. Parce que, est-ce qu'ils vivent à Annecy ? on part des chiffres de l'INSEE sur différents domaines. Donc, bon. Eh ben, il faut vivre à Annecy pour voir comment ça se passe. C'est vrai qu'on a un cadre assez fantastique. Alors, pour répondre au naturel, trafic avec de le lac. drogue, oui, il y a le lac, il y a les montagnes, il y a beaucoup de téléfilms qui se tournent, donc ça attire énormément de touristes. Et en fait, c'est une ville qui est complètement saturée, qui est aussi proche de la Suisse, donc il y a un pouvoir d'achat qui est un petit peu plus élevé que les autres, et Annecy a toujours été considérée comme une ville très bourgeoise, donc ça attire énormément de trafiquants, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points de deal, des points de deal d'ailleurs qui sont tout à fait connus par la police municipale, puisque une fois il y avait une patrouille de policiers municipaux, je les ai arrêtés et je leur dis, mais écoutez, est-ce que vous savez qu'à tel endroit, tous les dimanches, il y a des voitures qui viennent 3-4 minutes, qui repartent. Oui, on connaît ces points de deal, mais en fait, on n'a pas l'autorisation d'intervenir. Voilà ce que m'a dit le policier municipal. La deuxième chose, c'est qu'il y a des quartiers qui sont complètement investis par des jeunes, 13, 14 ans, etc., avec leurs petites sacoches faux Vuitton ou autres. On les connaît, on les voit, ce sont des gens qui ne travaillent pas. On arrive aussi, la police est arrivée à démanteler beaucoup de points et de récupérer énormément d'argent facile. Mais visiblement, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. Il y a beaucoup de trafiquants, beaucoup d'Albanais, il y a aussi beaucoup d'altercations. Est-ce que vous avez l'impression, Françoise, que depuis que la ville est passée aux mains des écologistes, la situation a donc empiré ? Plus. Elle est devenue sale. Elle est devenue sale, ce qui fait que lorsque vous voulez vous garer en ville, déjà vous ne pouvez pas y accéder ou difficilement. Les parkings sont d'une telle saleté et tellement investis par des mendiants qui colonisent les parkings, qui colonisent aussi certaines rues avec des places complètement attitrées. Je ne sais pas si cette place numéro 2 dans le classement des villes et villages est méritée. Non, mais je voulais partager quelque chose sur les villes écolo sales. Moi, je veux dire, encore une fois, je peux parler de Bordeaux.
Bordeaux, dit, que je connais bien. Ouais. Je ne sais pas, pour des raisons écologiques, on a décidé que les folles herbes, les mauvaises herbes... à Bordeaux, autour de la gare, là, par exemple. Tout le quartier autour de la gare Saint-Jean, c'est l'enfer. Mais c'est atroce. Alors les gens se disent, puisque c'est ça, je vais jeter mes canettes. De haut, au moins. Mais je vous promets, on dirait des villes abandonnées. Abandonnées. Je m'étonne qu'on dise, pour des questions de prévention d'incendie, aux particuliers de désherber et pas aux villes. On va terminer sur cette question, évidemment, du narcotrafic avec vous, Frédéric Masquelier. On a entendu à l'instant Françoise, que l'on remercie d'avoir appelé, parce que c'est vrai que son témoignage est vraiment excellent et très important, évidemment, puisque c'est la vraie vie des vrais gens. Donc ça, c'est toujours très important de vous entendre. Mais quand même, une question avant de faire la pause. Très clairement, est-ce que oui ou non, demain, il y a un projet de loi qui arrive sur la police municipale? Aujourd'hui, on a compris que la police municipale, elle ne peut pas faire grand-chose, en fait. C'est ça le problème. Est-ce que demain, le projet de loi permettra justement à la police municipale d'être aussi active que la police nationale, si je puis dire? Elle ne peut pas faire grand-chose parce que tout d'abord, c'est le travail de la police nationale. Il convient aussi de le rappeler. La police municipale, elle est complémentaire. C'est une police de la tranquillité publique, la police municipale, et il faut aussi garder des policiers municipaux pour pouvoir remplir leur mission de tranquillité publique. Aujourd'hui, quand vous voyez des policiers avec des uniformes dans la rue, c'est très souvent des policiers municipaux. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'ils fassent autre chose et des tâches administratives. Le projet de loi en cours. Alors, le projet de loi permettra de dresser des amendes forfaitaires délictuelles, leur permettra ce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui faire, puisque un policier municipal peut juste constater, ensuite il doit appeler un OPJ. Enfin, vous voyez, tout ça, effectivement, ça ne permet pas d'être efficace. Je l'espère, parce que ce n'est pas dans le projet de loi, mais lui permettrait également aux policiers municipaux d'avoir accès à un certain nombre de fichiers, notamment sur le fichier des véhicules volés ou encore des personnes qui sont recherchées. Donc c'est un projet de loi à construire quand même. Oui, et c'est surtout au choix des maires, et de ce point de vue-là, il faut également le noter, puisque ce projet n'aura pas vocation à s'appliquer partout. Ce sera à chaque maire de choisir ou non de doter les policiers municipaux de ces nouvelles prérogatives. Frédéric Masquelier, coprésident de la commission sécurité de l'Association des maires de France, était avec nous ce matin sur